Est-ce que pour être effrayant dans un film d'horreur, un monstre a obligatoirement besoin d'un masque sanglant ou même d'une arme? Oui, je vous l'accorde, la poupée tueuse, le serial killer masqué ou l'alien qui décime un vaisseau spatial, c'est assez efficace pour se faire peur. Et pourtant, avec les derniers cartons Backroom et Obsession, c'est tout le contraire. Il y a 10 ans, le cinéma d'horreur représentait seulement 4% des places vendues dans les cinémas américains. Mais en 2024, ce chiffre est passé à 11% et même à 17% en 2025. Généralement, le genre était accusé d'être simpliste et plein de clichés. Pourtant, les films d'horreur commencent à se faire une vraie place. Sinners, dans lequel joue Michael B. Jordan, a fait forte impression aux Oscars et de plus en plus de films d'horreur sont projetés au Festival de Cannes, pourtant réputé pour son côté élitiste. Alors, comment expliquer la hausse de popularité de l'horreur? I know you belong to somebody new, but tonight you belong to me. D'abord, si vous ne regardez pas de films d'horreur, il faut savoir qu'il y a plusieurs sous-genres. Par exemple, les slashers avec un tueur psychopathe qui court après ses victimes. Il y a les found footage, filmés comme des documentaires tournés par les protagonistes de l'histoire, les thrillers horrifiques, à mi-chemin entre le thriller et l'horreur, qui jouent sur la manipulation et la psychologie, ou encore le genre survival où les héros doivent, comme son nom l'indique, survivre dans des conditions horribles, le gore qui se caractérise par des images gore, et le surnaturel qui fait référence à du surnaturel. Et évidemment, ces styles peuvent se mélanger les uns les autres. Maintenant que vous savez ça, je peux vous expliquer la suite. L'industrie du cinéma d'horreur est construite sur un modèle relativement simple. En gros, on ne change pas une équipe qui gagne. Quand un film marche, qu'il rapporte de l'argent et du public dans les cinémas, on va capitaliser sur son scénario et en faire plein de remakes qui généreront beaucoup d'argent. Parce qu'il faut savoir une chose sur le cinéma d'horreur, c'est qu'il a un rapport coût-avantage très intéressant pour les producteurs. Un film d'horreur dans une maison hantée, c'est loin d'être cher à réaliser. Une maison et quelques acteurs, une équipe de tournage et le tour peut être joué. Et si le film marche, alors c'est le jackpot. Sur les 10 films les plus rentables de l'histoire, 6 sont des films d'horreur. À commencer par le projet Blair Witch qui a coûté seulement 35 000 $ et qui a rapporté 248 millions de dollars. Mais cette recette miraculeuse, c'est peut-être aussi ce qui a affaibli le genre. Peut-être qu'au bout d'un moment, le cinéma hollywoodien à gros spectacle finit par devenir un peu consanguin, à force de tout le temps faire des photocopies de photocopies de photocopies, et donc s'appuyer sur des franchises qui existent depuis les années 70, et que peut-être qu'il est temps aussi de montrer autre chose. Quand les premiers films sortent, par exemple Massacre à la tronçonneuse, Scream, Vendredi 13 ou encore Halloween, les critiques sont plutôt bonnes et le public est au rendez-vous. Et c'est là que les producteurs flairent l'opération économique intéressante. Résultat, on lance des sagas. Et aujourd'hui, on compte pas moins de 12 Vendredi 13, 9 Massacres à la tronçonneuse, 13 Halloween et 7 Scream, plus une série. Mais cette multiplication de franchises a peut-être fini par lasser une partie du public. Un peu comme quand on fait 15 fois la même blague et ça finit par ne plus nous faire rigoler du tout. Dans un film d'horreur, ce qu'on aime, c'est être surpris, c'est l'imprévisible. Alors, il a fallu se réinventer. Pas tant en changeant les monstres, les scénarios ou les façons de tuer des personnages, mais en jouant sur des détails plus profonds. Le début des années 2010 marque un tournant crucial dans cette histoire. C'est à partir de cette époque qu'arrive une vague de nouveaux films d'horreur. On a eu assez récemment un nouveau courant qui est arrivé, que les journalistes ont eu tendance à appeler elevated horror, c'est-à-dire l'horreur élevée. Un terme un peu présomptueux, on pourrait dire que c'est les films d'horreur d'avant, c'était des films un peu pulp, un peu pop. Élevé, c'est plus intellectuel, c'est plus psychologique. C'est des films comme ça qui reprennent des codes du cinéma d'horreur qu'on connaît bien, mais qui vont tenter quelque chose de différent, une approche plus psychologique, plus inattendue. Parmi ces films, on peut citer Grave, The Substance, Midsommar, The Witch, Hérédité, Sinners, Get Out. Le point commun entre ces films, ils ont tous reçu des critiques de presse assez positives et beaucoup se sont retrouvés programmés à des festivals de cinéma prestigieux. Voir des films d'horreur débarquer au César, aux Oscars, au Festival de Cannes et rafler des récompenses, c'est un vrai témoin
de ce qu'on est en train de vivre dans la société. C'est-à-dire qu'on est en train de considérer que, ah tiens, il se passe quelque chose dans le cinéma d'horreur. Les films d'horreur nous racontent des histoires qui ne sont pas juste des histoires de monstres et de fantômes et de zombies et d'extraterrestres, nous racontent nous. Pour la 79e édition du Festival de Cannes, au moins 3 films d'horreur ont été présentés. Sanguine, un film de body horror réalisé par la française Marion Lecorreller, Colonie, un film sud-coréen de zombies plus intelligents qu'ils n'y paraissent, et ce film, au titre quasiment imprononçable, qui est un hommage aux sagas de slasher réalisées par Jen Schoenbrunn. En 2026, l'actrice américaine Amy Madigan a même remporté l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle pour son interprétation de la sorcière Gladys dans Weapons. L'année dernière, c'est Sinners, qui parle de l'émancipation des minorités et de ségrégation raciale, qui a raflé les prix 4 Oscars, notamment celui du meilleur acteur. En 2024, The Substance, qui critique les injonctions de beauté dominantes, a remporté le prix du scénario à Cannes, puis l'Oscar des meilleurs maquillages et coiffures. En 2018, Get Out, le film de Jordan Peele, qui fait une critique des États-Unis racistes, remporte l'Oscar du meilleur scénario original. En fait, ce qui est étonnant avec ces films-là, c'est qu'ils sont à la croisée de deux univers qui, a priori, vont pas ensemble. Film d'horreur, film de genre, film d'exploitation, enfin, film pour le public ado qui adore ça, et film d'auteur. Ce sont des films d'auteur. Des vrais films d'auteur au sens propre, c'est-à-dire écrits et réalisés par des auteurs qui ont une histoire à raconter, produits souvent de manière indépendante, pas par des gros studios, qui racontent des histoires très intimes. Et donc, on s'est rendu compte que ces deux genres pouvaient cohabiter. Que l'horreur qui éclabousse et qui saigne, et les films qui nous racontent, nous, notre société, nos problèmes psychologiques, nos problèmes de vie de tous les jours, bah, ça pouvait se superposer. Et lorsque ça se superpose, ça crée des petits miracles. D'ailleurs, il semblerait qu'aujourd'hui, les films d'horreur attirent aussi de grands acteurs avec une carrière déjà établie. Avant, l'horreur, c'était un peu un moyen de lancer sa carrière, notamment parce que ce sont des films à petit budget. On pense bien sûr à Demi Moore dans The Substance, mais il y a aussi Nicolas Cage dans Long Legs, Toni Collette dans Hérédité et Robert Pattinson dans The Lighthouse. L'autre preuve que le cinéma d'horreur a évolué avec son époque, c'est l'évolution de la place des femmes dans cette catégorie de films. Au fil des décennies, on est passé de la femme victime qui meurt rapidement, la scream queen qui crie plus qu'elle n'a de dialogue, à l'héroïne, voire à la méchante. Celle qui a ouvert la porte aux femmes dans cette catégorie, c'est Sigourney Weaver. En 1979, elle incarne une militaire qui va survivre face à une créature bien connue, l'alien. Et plus récemment, c'est une vague de réalisatrices qui a fait bouger les choses. Il y a tout un pan de réalisatrices qui osent aller là où je pense les hommes n'oseraient pas aller. Des réalisatrices qui abordent ce sous-genre de l'horreur qu'on appelle le body horror, par exemple, c'est-à-dire des films qui vont montrer des altérations, des monstruosités nées du corps humain, et notamment du corps féminin. Parmi ces films, on retrouve Sanguine de Marion Lecorreller, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et qui a fait trembler le Festival de Cannes cette année. Il y a aussi Grave et Titane de Julia Ducournau, The Substance de Coralie Farja, ou encore The Ugly Step Sisters de Emily Blichfeld, qui revisite le conte de Cendrillon de manière horrifique. C'est des films qui vont parler de l'image de la femme par rapport aux hommes, qui sont prêtes à altérer leur corps. Le corps devient le sujet même du film d'horreur, le corps féminin. Et seules les femmes peuvent traiter ce sujet de manière aussi frontale. Et ça marche. Cela dit, c'est pas un phénomène nouveau, mais c'était un phénomène isolé avant, dans les années 80-90. Pour un cinéma d'horreur qui fonctionne et qui se développe, on a donc des séries qui cartonnent et un genre qui se renouvelle. Il ne nous manque qu'un ingrédient secret pour cette nouvelle super recette, c'est l'impact d'Internet. Peut-être que vous faites partie des plus d'1 million de Français qui ont vu Obsession au cinéma. Dans ce film de presque 2 heures, Bear, un jeune introverti, rêve d'être en couple avec sa meilleure amie. Sauf qu'au lieu de lui avouer ses sentiments, il fait le vœu qu'elle l'aime plus que tout au monde. La relation toxique va alors virer à l'obsession. I love you! Son réalisateur s'appelle Curry Barker, c'est un Américain de 26 ans et à la base, il est plutôt connu pour ses blagues sur YouTube. Mais sa dernière production sortie en mai va sans doute changer sa carrière.
Pareil pour Ken Parsons, 21 ans et aussi youtubeur, qui est le réalisateur derrière le film Backrooms, qui est devenu le plus gros succès du studio A24 devant Marty Supreme et The Drama. Même schéma pour les frères Philippou, des youtubeurs australiens qui ont réalisé Talk to Me puis Bring Her Back. À chaque fois, c'est le même schéma qui se produit, des films singuliers qui cartonnent, créés par des réalisateurs en début de carrière et issus d'Internet. Et si finalement, c'était ça, la recette gagnante? Il y a encore 5 ans, voire 4, en fait, l'industrie tablait sur les créateurs d'Internet, mais plus pour leur image et ce qu'ils avaient créé en soi, et ils ne les considéraient pas en fait comme de vrais créateurs. C'est d'ailleurs un peu ce qui s'est passé avec ça. Coupé, voilà. Bravo à toute l'équipe, c'était super. Il n'y avait pas de monstre, c'était une mise en scène. Le Manoir, c'est un exemple typique. Une comédie d'horreur où on tournait Natou, Mr V et d'autres stars de YouTube de l'époque, car c'est censé attirer un public jeune. Et en fait, c'est pas un film à eux, c'est un film de producteur. D'où cet échec artistique qu'est Le Manoir, c'est qu'en fait, c'est pas sincère comme projet. Et là, ça fait 3-4 ans que j'observe que on va vraiment leur faire confiance en tant que créateur. Là où avant, en fait, on allait un peu leur prendre quelque chose. Là, on va vraiment leur donner la possibilité de créer. Cette carte blanche laissée à la jeune génération, ça donne une écriture des personnages et de l'histoire plus moderne, qui plaît sans doute encore plus aux spectateurs et à laquelle on s'identifie plus facilement. Les sujets en soi, c'est des choses qui reviennent. Par exemple, Obsession, le Make-A-Wish, c'est une très vieille marotte du cinéma d'horreur. Exemple d'un personnage qui est écrit d'une manière plutôt moderne, le personnage principal d'Obsession, qui est un homme avec des insécurités, qui est complètement toxique, qui en fait n'accepte pas le refus d'une femme. Je pense que dans les années 80, on l'aurait plutôt décrit comme une victime, le pauvre, sa chérie, elle veut pas de lui, à la fin on va lui faire une happy end, alors qu'aujourd'hui on le décrit pour ce qu'il est, une personne qui n'arrive pas à accepter le rejet et le refus. C'est pas que c'était mal écrit avant, c'est juste que c'est conditionné par son époque. Sur X, le 8 mai, Jason Blum, le producteur de Get Out, Paranormal Activity et Insidious, postait une photo avec Curry Barker et en citant Ken Parsons, en précisant qu'Internet a donné naissance à une nouvelle génération de cinéastes d'horreur. Et c'est d'ailleurs ce même Curry Barker qui a été choisi par le studio A24 pour réaliser le prochain remake de Massacre à la tronçonneuse. Avec ces réalisateurs venus d'Internet, c'est tout l'écosystème du web qui influence aujourd'hui l'horreur. Ce qui est le plus flagrant, c'est la communication sur les réseaux sociaux. Les studios se sont vraiment saisis des réseaux sociaux et maintenant savent communiquer auprès du plus gros public pour les films d'horreur, les ados. Les ados, jeunes adultes, ils sont pas étrangers à la création des trends. Et parmi ces trends, on peut citer le maquillage de Uncanny Valley, qui vous a peut-être donné des sueurs froides, ou des musiques comme celle-ci. Pour aller encore plus loin, les réseaux sociaux et Internet sont devenus si importants pour le cinéma d'horreur qu'ils entrent maintenant en compte dans le processus de création des films. C'est dans le cahier des charges Netflix. Quand ils produisent un film, il y a une manière de filmer qui doit faire qu'on puisse suivre l'action même sur un petit écran. Donc même si tu regardes en paysage sur un téléphone avec des écouteurs et assez aéré sur les côtés, pour qu'on puisse créer des formats verticaux pour promouvoir le film et ou la série sur les réseaux sociaux. Et pour aller encore plus loin, Internet est même en train de devenir un puits à idées pour les prochains films d'horreur. Selon le journal The Hollywood Reporter, des agents et des studios hollywoodiens étudient actuellement les subreddits, des discussions communautaires d'internautes sur la plateforme Reddit, pour repérer les prochains scénarios prometteurs. Plusieurs films basés sur des creepypastas, en gros des légendes horrifiques nées sur Internet, seraient donc en ce moment en préparation.
il y en a un sur la légende de la SCP Foundation, une organisation secrète qui aurait pour mission de récolter et d'étudier les preuves de phénomènes paranormaux. Il y en a un autre sur le personnage de Siren Heads, une créature squelettique d'une dizaine de mètres avec des haut-parleurs en guise de tête. Et enfin, il y en a un basé sur la série de vidéos YouTube The Mandela Catalogue, une histoire qui se déroule dans une région fictive et où des êtres utilisent la torture psychologique pour arriver à leur fin. Si l'explainer vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à liker la vidéo. Et surtout, abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos.